Bonsoir, nous allons voir dans cette vidéo les étiologies de cervicalgie et le traitement. D'abord, c'est quoi cervicalgie? La cervicalgie, c'est une douleur perçue au niveau du cou, entre la région occipitale et le premier processus épinothoracique, comme on voit dans cette image. C'est un symptôme lié à une pathologie soit dégénérative, traumatique, inflammatoire ou à des troubles statiques du rachis cervical. L'objectif de l'évaluation clinique est d'éliminer les signes d'alerte faisant suspecter une pathologie sous-jacente, surtout dans le cas de cervicalgie symptomatique. On peut classer la cervicalgie selon l'étiologie cervicalgie commune et cervicalgie symptomatique. Pour la cervicalgie commune, elle est en rapport avec lésions mécaniques, dégénératives, disco-vertébrales, atteintes de disco-vertèbre ou bien les deux. Elle est le plus souvent arthrosique ou parfois secondaire à un microtraumatisme ou bien posturale. Posturale, c'est-à-dire favorisée par des attitudes prolongées en flexion, souvent liées à des postures inadaptées durant le travail. Pour la cervicalgie commune posturale, surtout chez les sujets jeunes. Pour la cervicalgie symptomatique et secondaire, elle est non dégénérative, elle est potentiellement grave et il faut y penser systématiquement. On peut classer la cervicalgie selon la durée d'installation, cervicalgie aiguë, chronique. Aiguë, c'est la durée d'installation inférieure à 4 ou 6 semaines. Chronique, c'est supérieur à 6 mois. Dans le cas de cervicalgie commune, qui est le plus souvent traumatique, arthrosique ou posturale, l'imagerie cervicale n'est pas systématiquement indiquée devant une cervicalgie commune évoluant depuis moins de 4 semaines. Il n'y a pas d'indication. Elle est indiquée en cas de cervicalgie persistante supérieure à 4 semaines. Dans ce cas, on doit prescrire les radiographies systématiquement. Et parfois l'IRM est indiqué si on suspecte une radiculagée, c'est-à-dire la progression de la douleur vers le membre supérieur. Pour la cervicalgie symptomatique, il faut y penser devant l'aggravation de la symptomatologie ou la douleur devient insomniante avec rythme inflammatoire, surtout la nuit, avec déréglage matinal supérieur à 45 minutes. Et devant le caractère rebelle au traitement médical, ou s'il y a des antécédents qui font suspecter une pathologie sous-jacente. S'il y a altération de l'état général, s'il y a une fièvre inexpliquée, ou bien antécédent de chirurgie de rachis. Dans le cas de cervicalgie symptomatique, l'imagerie médicale est systématiquement indiquée. On doit commencer par des radiographies du rachis cervical face profil 3/4 droit et gauche, et parfois même associé à un IRM avec un bilan biologique FNS de SCRP et électrophorèse de protéines. Pour l'examen clinique, si on reçoit un patient qui se plaint de cervicalgie, on doit toujours commencer par le bilan de la douleur en utilisant l'échelle EVR-douleur qu'on a déjà citée. Il y convient de préciser même quelle était la prise médicamenteuse au cours des 24 dernières heures. Puis on passe pour le bilan de la posture. On doit rechercher hyperlordose cervicale ou l'inversion de courbure, qui est un facteur de douleur. Et on doit rechercher aussi dans le bilan de la posture l'attitude en inclinaison latérale, en rotation, en translation latérale. Ce sont des attitudes antalgiques. Puis on passe pour le bilan cutanéotrophique, à la recherche d'une contracture musculaire au niveau des muscles cibles, surtout au niveau du trapèze, au niveau du supraépineux, angulaire de l'omoplate, rhomboïde et tyran. On doit rechercher des contractures musculaires. Et on doit rechercher aussi les points de l'euro. Pour le bilan articulaire, on doit mesurer avec l'utilisation de mètre Ray-Ban, comme on voit dans cette image, la distance. Dans le cas de l'étude de flexion-extension du cou, on demande et on doit faire la distance menton-manubrium sternal. Pour la rotation, c'est la distance menton-acromion.
Pour les inclinaisons, c'est la distance tragus de l'oreille et acromion, comme on voit dans cette image. Pour le bilan neuromusculaire, on doit toujours évaluer les fléchisseurs et extenseurs du cou et on doit faire un examen neurologique complet à la recherche d'une éventuelle complication, surtout dans le cas de névralgie cervico-brachiale. Pour la prise en charge de cervicalgie aiguë, pharmacologique, ontalgique, avec un palier adapté au niveau de la douleur, c'est-à-dire le palier des ontalgiques selon l'intensité de la douleur. Pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il est indiqué ces poussées douloureuses et n'est pas indiqué dans le cas de cervicalgie chronique. Et puis pour le neurolaxant en cas de contracture musculaire trouvée dans le bilan qu'on a déjà cité. Dans le cas aussi de cervicalgie aiguë, on doit associer le traitement médical avec une immobilisation dans le cas de torticolis ou cervicalgie aiguë par un collier en mousse parfaitement adapté avec usage bref, ne doit jamais dépasser 3 jours. La physiothérapie aussi est indiquée dans le cas de cervicalgie aiguë. L'action de la chaleur a un effet sédatif avec l'électrothérapie transcutanée. La thermothérapie est aussi indiquée dans le cas de cervicalgie aiguë, infrarouge ou paraphénothérapie pour un effet décontracturant. Pour la traction cervicale, elle réduit la tension musculaire et elle est bénéfique dans le cas de cervicalgie aiguë. On passe pour le cervicalgie chronique. On peut prescrire des antalgiques selon l'intensité de la douleur. Puis, pour la rééducation fonctionnelle à visée articulaire, on doit commencer par une mobilisation active aidée qui vise particulièrement les secteurs à mobilité réduite, c'est-à-dire infradouloureuse. On doit toujours éduquer le patient avant de commencer la rééducation fonctionnelle. D'abord, il faut expliquer au patient la bénignité du problème et l'absence de contre-indication à des activités quotidiennes normales. Lui apprend à la gestion des facteurs de risque, gestion surtout de stress et suppression d'un oreiller. Ce sont l'éducation du patient avec un exercice d'autoprogramme à domicile. Ça, c'est pour l'éducation du patient qu'on doit toujours le donner dans le cas de cervicalgie chronique. Pour la rééducation fonctionnelle, le massage, surtout massage et fleurage, qui vise une détente musculaire et participe même à l'amélioration de la mobilité cervicale. Le palpé roulé, comme on voit dans cette image, elle est très importante. Puis, on doit faire le massage transverse profond. On regarde des points douloureux. À visée articulaire pour gagner la mobilité articulaire, une mobilisation passive et étirement myotendineux progressive avec contracté relâché dans tous les secteurs de mobilité du rachis cervical, surtout on insiste sur la flexion et extension. À visée musculaire, un renforcement musculaire isométrique des muscles de la région cervico-scapulaire, puis travail analytique en course interne puis externe des muscles de la ceinture scapulaire. Donc le renforcement musculaire, comme on voit dans cette image, est très important et doit être renforcement musculaire analytique, c'est-à-dire muscle par muscle et isométrique. Pour le renforcement en dynamique, elle peut être même indiquée, mais elle est pour les muscles polyarticulaires de la ceinture scapulaire. Pour la rééducation oculocéphalogique, elle est très importante, qui tient compte de rechercher de détente des muscles paravertébraux cervicaux par gymnastique oculaire, avec colonne cervicale immobile. C'est très important, c'est ça le mot-clé, le colonne cervical immobile. L'objectif est de rechercher une détente musculaire des muscles paravertébraux et cervicaux.
Toujours, on insiste sur l'éducation thérapeutique qui est très importante. En dehors des séances de rééducation qu'on a déjà citées, la mobilité, le renforcement, la rééducation à domicile est très importante. Merci pour votre attention.